Bonjour à tous, je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail et je suis moi-même référente Covid au sein de notre UES. Bienvenue à cette webconférence qui est à destination à la fois des dirigeants d'entreprise, des élus CSE, des responsables RH et bien évidemment des référents Covid. Depuis le mois de mars, vous le savez, chez Jury Travail, nous avons souhaité nous mobiliser à vos côtés pour vous faire bénéficier de toute l'information juridique dont nous disposions, mais également en vous ouvrant notre réseau d'experts. Nous avons donc la chance aujourd'hui de recevoir Maître Carrel, avocate en droit du travail au barreau de Paris. Bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous. Merci beaucoup, bonjour. Merci de m'avoir invité. Donc, avant cette conférence, nous avions mis à votre disposition un formulaire afin de vous permettre de poser vos questions. Donc, nous les avons transmises à Maître Carrel qui va y répondre durant cette session. Nous avons prévu 45 minutes et nous allons essayer de nous y tenir. Encore quelques petites précisions avant de démarrer. Je vous rappelle l'existence de la page coronavirus sur notre site Jury Travail qui répertorie tous nos articles et tous nos dossiers qui traitent des sujets en lien avec cette crise sanitaire. Donc, je vous rappelle son adresse www.jurytravail.com/coronavirus. Si vous souhaitez poser des questions, des collègues de l'équipe de Jury Travail sont chargés de vous aiguiller vers des articles ou dossiers du site dans la fenêtre de chat de ce webinaire. Vous pouviez y accéder via la barre de configuration qui doit apparaître sur votre écran avec un onglet qui s'intitule « Questions ». C'est un bouton qui est orange ou rouge. Nous essayerons, si le temps le permet, de reprendre quelques questions supplémentaires en fin de webconférence. Si vous avez également besoin de conseils juridiques, nous avons précisé les coordonnées de Maître Carrel sur la présentation que vous voyez actuellement sur vos écrans. N'hésitez pas à la contacter. Et ultime précision avant de commencer, et elle est particulièrement utile par rapport au thème que nous abordons aujourd'hui. Maître Carrel et moi-même sommes dans deux pièces radicalement séparées, seules chacune dans notre pièce, et c'est pour la raison pour laquelle vous nous voyez sans masque. Alors, comme je vous le disais, nous avons reçu beaucoup de questions pour cette webconférence et nous vous en remercions. Ça témoigne de l'intérêt que vous avez eu pour ce sujet et pour les webconférences que nous organisons. Donc, toutes ces questions ont été regroupées sous différentes thématiques que nous allons aborder donc, les unes après les autres. Donc, d'abord, la nomination et les moyens du référent Covid, les missions du référent Covid, quelques questions qui peuvent se poser au cours de sa mission, et enfin, et la RGPD et le secret médical dans tout ça, parce qu'effectivement, il y a quelques incohérences qui pointent le bout de leur nez à ce sujet. Donc, commençons tout d'abord avec la nomination du référent Covid. Le référent Covid est-il obligatoire, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise? Est-ce obligatoire également lorsque tous les salariés sont en télétravail ou en mission chez des clients? Et doit-il y avoir un référent Covid par établissement? Alors, je vais prendre le relais et répondre à cette question. Alors déjà, il faut savoir que le référent Covid est apparu non pas le 17 septembre dernier, mais dès le mois d'avril dans un secteur. Donc, je vais faire un parallèle régulièrement. C'était dans les bâtiments publics, les travaux publics, où vous aviez déjà quelque chose qui avait été mis en place pour le référent Covid. Il y a quelques particularités. Et ensuite, vous avez le protocole de déconfinement qui faisait référence également à ce référent Covid, qui était une préconisation, une proposition qui avait été faite par le gouvernement, mais il n'y avait aucune obligation particulière. Et le 17 septembre, on a eu un nouveau protocole
qui indique, alors une phrase, il est assez laconique, hein, il y a quatre petites phrases et il vous dit qu'il faut un référent Covid-19 est désigné. Mais on n'en dit pas plus, on ne sait pas si c'est une obligation, une recommandation. Donc, par principe, il n'y a pas d'obligation légale. En revanche, il faut savoir que chaque employeur a une obligation qui est l'obligation de sécurité, vous devez tous connaître, et notamment pendant cette période, qui oblige en fait l'employeur à prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour la santé des salariés. Et le référent Covid en fait partie, puisque c'est une préconisation qui est faite par le gouvernement. Donc, si on n'apprend pas aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'on reproche par la suite aux employeurs en cas de difficulté. Donc, s'il y a un accident du travail, une maladie qui est reconnue derrière, que finalement, tous les moyens qui ont été mis en place n'ont pas suffi, et notamment que le référent Covid n'a pas été mis en place. Donc, de ce fait-là, à mon sens, il s'agit d'une obligation de mettre en œuvre du fait de cette obligation de sécurité renforcée. Alors ensuite, on le fait dans toutes les tailles d'entreprise. Oui, c'est dès les premiers salariés, il n'y a pas de minimum légal. La seule chose qui est précisée, c'est que dans les petites entreprises, le référent Covid peut être le dirigeant. C'est la seule chose où on fait une différence sur la taille de l'entreprise, mais ça s'arrête uniquement là-dessus. Et ensuite, la question était de savoir si les salariés sont principalement chez le client. Alors, je dirais encore plus, parce que là, on a d'autres risques qu'on n'a pas pu identifier au sein de l'entreprise. Et comme dans le bâtiment, il a été prévu de faire des référents Covid et des référents Covid chantier. Clairement, là, il faut faire des référents sur les chantiers, enfin, sur les missions. Donc, il faut absolument qu'il y en ait. Et enfin, quand tous les salariés sont en télétravail, une des missions du référent Covid reste l'information des salariés. Donc, même s'il n'y a plus personne sur place, il faut quand même quelqu'un vers qui les salariés peuvent se retourner pour poser des questions, s'informer. Donc oui, à mon sens, peu importe la situation d'entreprise, à partir du moment où vous avez un salarié, ce référent Covid doit être mis en place de ce fait-là. Très bien. Et un petit peu dans le même ordre d'idée, que risque une entreprise qui n'aurait pas désigné de référent Covid du coup? Alors, quel est le risque? Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si une obligation, une préconisation. Enfin, le texte n'est pas très précis. La seule chose qui est obligatoire, c'est ces mesures de prévention. Et aujourd'hui, on a eu plein d'arrêts. Vous avez sûrement entendu parler des décisions qui ont été prises, notamment contre Amazon ou également contre La Poste ou contre Carrefour Market au mois d'avril, après le déconfinement, où finalement on a été vérifier si les employeurs respectaient bien leurs mesures de prévention, en tout cas avaient mis tout en œuvre. Et le risque, ça a été, pour Amazon, ça a été la fermeture, le risque de fermeture des entrepôts. Ça peut être aussi des amendes financières de la part des sanctions financières de la part de l'inspection du travail, parce que vous n'avez pas mis toutes les mesures en œuvre. Mais également, si un salarié contracte la maladie et qu'il arrive au miracle à démontrer qu'il s'agit, qu'il l'a contracté dans le cadre du travail et qu'elle soit reconnue comme maladie professionnelle, c'est une possibilité aujourd'hui qui est encore très floue, mais qui est possible. Dans ces cas-là, l'employeur serait considéré comme 100% responsable de la maladie professionnelle du salarié, puisqu'il n'aurait pas mis en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires. Donc, il y a des risques, oui, qui sont encore un peu hypothétiques sur le côté individuel par rapport à un salarié, puisque la maladie professionnelle a vraiment reconnu aujourd'hui le Covid. C'est un peu compliqué, on va dire, à mettre en œuvre, sauf pour tout ce qui est santé, bien évidemment. Et après, c'est en termes de mesures de sécurité de manière générale. Très bien, merci. Alors, une autre question qui s'est posée énormément, c'est la suivante. Qui peut être désigné référent Covid? Souvent, les personnes se demandent si ça doit être quelqu'un forcément de la direction ou forcément un membre du CSE. Et également, comment est-il désigné? Alors, la seule indication dans le protocole est indiquée que pour les petites entreprises, alors petites entreprises, on ne sait pas, on n'a pas de chiffres non plus, donc je ne sais pas du tout à quoi on se réfère, mais bon, pour les petites entreprises, on considère que le dirigeant peut être le référent Covid. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité qui est ouverte. Mais on n'a aucune information sur le mode de désignation et qui peut être. Alors, la seule chose, donc les modes de désignation, véritablement, c'est laissé à la discrétion de l'employeur et éventuellement, je pense, en concertation avec le CSE. Mais ça, c'est une possibilité qui est laissée. Il y a
Alors, précision quand même importante, c'est que dans le protocole national, le référent Covid a été placé dans la section du dialogue social. Donc, ce qui sous-entend, enfin, on imagine que ça a été prévu comme ça, que le référent Covid est un peu un lien CSE et employeur, et donc de ce fait-là, il me paraîtrait évident qu'il soit désigné en concertation. Maintenant, il n'y a aucune obligation, c'est-à-dire qu'un employeur demain peut imposer que telle personne, bien évidemment, si elle accepte cette mission, le fasse. Ensuite, qui peut être désigné? Donc, à mon sens, peu importe, un salarié, un membre du CSE s'il le souhaite, un membre de la commission de santé au travail s'il le souhaite aussi, un employeur, un RH, enfin, qui le souhaite. Ça, c'est la première chose. Les seules conditions qui sont mises, enfin, entre guillemets, en tout cas, c'est que cette personne doit avoir, les seules exigences, avoir des connaissances sur les règles d'hygiène dans l'entreprise et notamment connaître très bien le protocole sanitaire qui a été mis en place au sein de l'entreprise et connaître aussi les mesures gouvernementales. Ça, c'est la première chose qu'on indique. Et la deuxième, alors là, c'est aussi très flou, c'est se sentir investi d'une mission. Bon, et là, je laisse apprécier chacun là-dessus. Hein. Finalement, qui le souhaite peut prendre cette mission si ce sont les épaules et la volonté de le faire, sachant que c'est une fonction bénévole. Il n'y a aucune prime, aucune augmentation de salaire, il n'y a absolument rien sur ce site-là. Donc, ce n'est pas un mandat, ce n'est rien là-dessus. C'est pour ça qu'ils se disent sûrement se sentir investi d'une mission. Oui, en effet. Et étant référente Covid moi-même, je vous confirme qu'on se sent investi d'une mission. Alors, une autre question qui nous a été envoyée très certainement par un employeur, celle-ci, le référent Covid doit-il être inscrit dans le règlement intérieur? Alors là, encore une fois, aucune indication. Donc, il n'y a rien qui est pour ou contre. Donc, de fait, comme on ne l'interdit pas, ça veut dire qu'on peut le faire. Il n'y a pas de difficulté. Maintenant, je me pose la question de l'intérêt de mettre un référent Covid dans un règlement intérieur. Parce que je vous rappelle que pour modifier le règlement intérieur, c'est après l'avis du CSE, ce qui va nécessiter des obligations un peu plus lourdes. Déjà, premièrement. Et deuxième chose, c'est que le jour où il n'y a plus de Covid, et je l'espère un jour prochain quand même, que vient-il faire dans ce règlement intérieur? À part nous rappeler une mauvaise période de notre vie, je ne vois pas trop l'intérêt. À mon sens, voilà, moi, ça n'a pas d'intérêt là-dessus. En revanche, ce qui est important, c'est que le référent Covid apparaisse sur l'affichage obligatoire et que les salariés soient informés qu'il existe et à quoi il sert. Parce que c'est là vraiment question, et ça, c'est la seule chose qui est indiquée dans le protocole également, c'est indiqué qu'on doit informer sur l'identité du référent Covid et les missions qui lui sont confiées auprès de l'ensemble des salariés. Donc, tous les modes de communication sont possibles. Et je ne suis pas certaine que le règlement intérieur soit souvent lu par les salariés. Je ne suis pas certaine également. Alors, une autre question qui s'est également posée, la formation du référent Covid est-elle obligatoire? Que doit lui fournir l'entreprise pour remplir sa mission? Et dispose-t-il d'heures de délégation? Alors, je vais évacuer très vite les heures de délégation. Comme je vous l'ai dit, c'est du bénévolat. Donc, de ce fait, ce n'est ni un mandat, ni une fonction. Donc, il n'y a aucune heure de délégation qui est accordée pour cette mission-là. C'est vraiment, on se sent investi d'une mission, on l'a fait jusqu'au bout. Donc, bien évidemment, un salarié qui a cette mission-là va être obligé de prendre sur son temps de travail pour effectuer cette mission. Et ça, on va dire, c'est du bon sens. Si l'employeur venait lui reprocher par la suite qu'il n'a pas effectué ses tâches, là, on va avoir une difficulté. Mais rien n'est encore indiqué au niveau de la loi. Ça reste de la communication et de la mise en œuvre qui me semble être du bon sens au sein d'une entreprise. Donc, j'évacue cette partie d'heure de délégation. Donc, non, à mon sens. La formation du référent Covid, il n'y en a pas. Il n'y a aucune obligation. Comme je vous l'ai dit, les seules obligations, c'est qu'il soit informé sur le protocole au sein de l'entreprise et des gestes barrières de manière très vaste au niveau national. Ce qui veut dire que finalement, il n'y a aucune obligation de la part de l'employeur. En revanche, aujourd'hui, même si quelqu'un a la bonne volonté, se soit investi de cette mission et a envie de le faire, s'il n'a pas les connaissances, je ne vois pas comment il peut bien le faire. C'est toujours intéressant
permettre à cette personne d'avoir toutes les informations nécessaires et de pouvoir se former à minima. Pour information, dans le BTP, ils ont prévu un e-learning pour les référents Covid. La durée du e-learning, je vais faire un grand sourire, 15 minutes. Oui, oui, j'ai un peu souri par anticipation parce qu'on en avait parlé toutes les deux hier et c'est vrai que c'est assez, assez Donc 15 stupéfiant. minutes. Sur tous les gestes barrières, ça me paraît compliqué. Alors, qu'est-ce que doit mettre à disposition l'employeur? Bien évidemment, le protocole de sanitaire qui a été mis en œuvre avec le CSE, et également tout ce qui est base de données gouvernementale, l'OMS, le ministère du Travail. Mais ça, il y a des sites. Il faut juste donner les informations et où aller chercher. Donc, c'est plus l'aider dans ses recherches et savoir où prendre les informations que finalement ce point-là. Enfin, qu'une formation à part entière. Très bien. Alors maintenant, quel est le rôle et quelles sont les missions du référent Covid? Alors, là, on a un peu plus de détails. On a une phrase sur la mission. Assure la mise en œuvre des mesures de l'information du salarié, sous-entendu du Covid-19. Donc, autant vous dire que c'est extrêmement large. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans le BTP parce que c'est là où on a le plus de recul et on voit un petit peu ce qui se passe. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, je reprends juste ma liste parce que c'est assez long. La première chose, il doit participer à l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous devez tous connaître ce document qui est essentiel, encore plus dans la période actuelle. Ce document unique doit être mis à jour du Covid, en accord avec le CSE, la médecine du travail et l'employeur, et donc le référent Covid doit y être associé. Maintenant, quel est son rôle? Force de proposition, oui, je dirais. Il peut pas, en revanche, je ne pense pas qu'il ait le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Et actualiser le document unique et mettre les plans d'action en lien. Ensuite, il doit s'assurer de l'affichage à jour, donc des centres de circulation dans l'entreprise, des marquages au sol, tout ce que vous voyez quand vous travaillez là, avec les ascenseurs, dans quel sens prendre, etc. Alors, réfléchissez bien quand vous les mettez en œuvre, parce que des fois, on a des surprises. Au bout d'un couloir, on se retrouve face à un mur. Donc, il faut quand même bien regarder, ce qui n'est pas évident. Donc, il a cette fonction-là de marquage. Il y a une autre fonction qui est vérifier l'approvisionnement par rapport à tout ce qui est équipement individuel, comme les masques, les gels hydroalcooliques, qui doivent être mis en œuvre dans l'entreprise et donc il doit vérifier qu'on est bien approvisionné, qu'il n'y a pas de difficulté. Donc, c'est son rôle. Par rapport à ça, il doit assurer l'information des salariés. Donc là, bonne communication sur les consignes. Donc, il peut passer au sein des services et expliquer comment on porte le masque s'il voit qu'un masque est mal porté par une personne ou que quelqu'un ne respecte pas les gestes barrières. Il peut également l'informer. Attention, je n'ai pas parlé de contrôle, j'ai parlé d'information. Il peut, sur les gestes barrières de manière générale, faire des petits rappels régulièrement, des petites minutes de prévention, sous toute forme qu'il souhaite utile là-dessus. Il doit aussi contrôler les conditions de nettoyage. Donc ça, c'est aussi un rôle important. Donc s'assurer notamment, par exemple, que les produits qui sont utilisés sont bien des produits qui sont nécessaires, puissent détruire le Covid et en tout cas tout ce qui est virus. Alors c'est pareil, là je m'interroge sur une personne qui a toute la bonne volonté du monde mais qui n'a aucune formation sur les produits d'hygiène. Dans quelle mesure il peut répondre à ce genre d'informations? Je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire. Vérifier le contrôle régulier du nettoyage des locaux. Il s'occupe aussi de l'élimination des déchets. Alors, tous les masques notamment, qu'est-ce qui se passe? Comment ils sont bien détruits? Comment ça se passe là-dessus? Et alors, il a une autre mission. Alors, je l'évoque très rapidement ici, mais on en parlera tout à l'heure, qui est donc le contact tracing, ce qu'on appelle. C'est donc identifier les salariés à risque. Je le mets de côté pour l'instant puisqu'on va en reparler avec le RGPD un peu plus longuement, qui est en fait une vraie question aujourd'hui. Comment fait-on par rapport à ça? Comment le gérer? Et alors, au milieu de tout ça, il faut juste penser, donc ça c'est les missions, on va dire, un peu plus détaillées de ce qu'on peut attendre de lui. On peut même lui proposer, lui demander de faire un protocole de prise en charge des cas symptomatiques. C'est une possibilité aussi. Alors moi, ça m'interroge véritablement parce que même avec toute la bonne volonté du monde, je ne sais pas comment je pourrais faire un protocole pour quelqu'un
qui a le Covid sans avoir de connaissances particulières et sans être médecin. Je ne vois pas les préconisations que je pourrais faire là-dessus. Donc, ça reste des missions, à mon sens, d'information qui sont importantes, de communication vis-à-vis des salariés, d'information sur le protocole sanitaire, mais il n'a pas un rôle de contrôle. Alors, pourquoi je vous dis ça? J'ai été chercher un peu l'esprit de la loi, du protocole qui avait été mis en œuvre. Et donc, l'idée, l'objectif qui est pourquoi on a mis ça en place, ce référent, c'est permettre d'organiser les flux des hommes et des marchandises au quotidien, encadrer et animer le protocole interne et permettre à l'entreprise de gagner du temps et d'assurer la traçabilité des actions. Ce qui veut bien dire que cette personne-là a un rôle charnière, on va dire, entre tout ce qui a été mis en œuvre par le CSE, les RH, la médecine du travail, la direction pour faire face à ce virus. Mais en soi, ce n'est pas quelqu'un qui a un pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. C'est pas un flicage. Il ne va pas venir dans le bureau et dire toi, tu as mal mis ton masque, c'est pas bien. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'informer, de sensibiliser, de rappeler les règles. Voilà. À mon sens, c'est vraiment ce côté-là et il faut le garder en tête. Quel était l'objectif du gouvernement quand ils ont conçu ce référent Covid? Peut-être que j'étais un peu longue sur cette partie. Non, mais c'est important et c'était une question clé de cette conférence. Et alors, quelque chose que vous avez un petit peu abordé du coup, mais si on pouvait la développer un petit peu, comment s'articule le rôle du référent Covid par rapport au RH, par rapport au manager, par rapport au CSE? C'est un rôle un petit peu compliqué. C'est un nouvel interlocuteur qui doit trouver sa place. Alors, c'est là où c'est très compliqué. Il faut juste rappeler, donc, autour de tout ce qui est santé et hygiène dans l'entreprise, on a déjà des acteurs importants. Donc, on a la direction représentée par les RH qui ont ce rôle-là, ou alors, s'il n'y a pas de RH, la direction elle-même. Vous avez le CSE. Et dans le CSE, en fonction de votre effectif, vous avez même une émanation qui est le comité conditions de sécurité et santé au travail, je réduis, l'ancien CHSCT, qui ont déjà des rôles importants de mise en pratique de la crise sanitaire, du protocole de déconfinement, de la reprise d'activité, etc., qui ont travaillé là-dessus. Et vous avez une personne extérieure qui est le médecin du travail qui doit participer aujourd'hui et qui est invité dans toutes les réunions sur le protocole. Il doit participer. C'est vraiment très important parce qu'on a besoin d'un professionnel de santé pour répondre à plein de questions. Et comment faire? Et vient se greffer ce référent Covid. Alors, il ne faut pas le laisser de côté. Ce n'est pas une entité qui est toute seule. C'est une entité qui, à mon sens, doit participer à la mise en œuvre, on a vu tout à l'heure, du document unique, une mise à jour, mais aussi éventuellement, si vous revoyez le protocole sanitaire, y participer. Également, il se rend compte de certaines choses qui sont en incohérence entre le protocole sanitaire et la réalité du terrain, parce que c'est fort possible aussi. C'est son rôle de faire remonter les informations au sein de la direction, au sein du CSE, pour travailler ensemble. C'est vraiment un travail en partenariat. Mais je rappelle, il n'y a pas un pouvoir de contrôle, il peut être force de proposition, pour autant, on n'a pas d'obligation par rapport, enfin en tout cas, pas ce qui est prévu pour l'instant, pas d'obligation sur ce qu'il préconise. Maintenant, pensez à une chose, c'est aussi à l'entreprise de définir quel rôle vous voulez donner à ce référent Covid. C'est à vous de définir les contours. La loi a été assez large pour le faire. Et je pense que comme c'est dans le dialogue social, ça devrait être quelque chose qui est défini avec le CSE en concertation, puisque ça fait partie du dialogue social pour le gouvernement en tout cas, et de définir quelles sont les missions que vous voulez vraiment lui confier ou des points ou des pouvoirs supplémentaires. Alors après les pouvoirs, je vais juste mettre un panneau d'alerte par rapport à la responsabilité qu'on voit juste en dessous. Je crois que c'est une des questions également. Mais plus on donne de pouvoir, plus on a de responsabilité. Je le redévelopperai juste après sur ce point-là. Donc voilà, à mon sens, il faut vraiment faire graviter toutes ces personnes et faire cohabiter sans que chacun prenne le rôle de l'autre. Très bien, merci beaucoup. Alors, autre question, toujours un petit peu sur le rôle du référent Covid. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que quelque part, c'est une forme de garant pour l'employeur de la protection de la santé des salariés vis-à-vis de la pandémie actuelle? Alors, garant, déjà, c'est l'employeur qui a ce rôle-là,
il ne faut pas se tromper, c'est l'employeur qui a cette obligation de protéger, entre guillemets, ses salariés par rapport à la santé, notamment, dans la limite de ce qu'on connaît aujourd'hui. On est bien d'accord, le Covid, on a du mal à gérer cette situation, mais donc il ne faut pas se tromper. Le responsable aujourd'hui, s'il y a une difficulté, c'est l'employeur. En revanche, il va être garant des mesures qui sont préconisées par l'employeur et par l'entreprise de manière générale, je dirais, qui vont être. Il va être là pour vérifier sur le terrain si elles sont bien appliquées et dans quelle mesure elles sont bien appliquées. Alors, il peut y avoir une incompréhension, il y a peut-être des gens qui vont refuser de le porter, mais il va avoir ce rôle de sensibilisation, d'essayer de faire comprendre aux gens, de donner du sens derrière, pourquoi on porte le masque, pourquoi on doit se mettre à 4 mètres chacun des autres, pourquoi on ne doit pas manger, on doit manger une chaise sur 2 à la cantine, peu importe, toutes les règles qui peuvent être mises en place dans une collectivité. Et donc, il va être garant de cette information et de ce sens qu'on va donner derrière. Toujours la même idée, hein. C'est vraiment son rôle. Et puis, il va être garant aussi de ce que l'employeur met à disposition des salariés pour les protéger matériellement. Donc, les masques, ce que je vous ai expliqué, le gel hydroalcoolique, la gestion du contrôle du nettoyage, ce qui me semble intéressant, et les déchets, la gestion des déchets derrière, qui là, pour le coup, c'est véritablement un garant. Mais garant dans le sens, un garant bénévole, sans aucune responsabilité. À mon sens, on ne peut pas venir lui reprocher derrière de ne pas avoir fait telle chose. On peut lui reprocher d'avoir mal fait sa mission, mais on ne va pas venir le sanctionner pour autant. Ça reste du bénévolat. Très bien, merci beaucoup. Alors, toujours un peu sur le lien entre référent Covid, CSE, employeur, une question bien concrète qui se passe dans une entreprise et qui nous a été remontée dans les questions. L'employeur refuse des communications directes entre les élus du CSE et le référent Covid. Cela constitue-t-il un délit d'entrave ? Alors, le délit d'entrave concerne uniquement les représentants du personnel, CSE, membre du CSE. Donc, clairement, le référent n'étant pas un membre du CSE, même si il est membre du CSE de fait, sa mission ne relève pas du CSE. Donc, non, au sens de la loi, ce n'est pas un délit d'entrave. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce référent Covid a été placé dans le dialogue social. Donc, la partie dialogue social, c'est qu'on avait donc la volonté qu'il y ait un véritable dialogue social. Ne pas le mettre en lien avec le CSE et donc couper les relations me paraît être un peu compliqué. Maintenant qu'il y ait une hiérarchisation des communications en passant par la RH pour aller au CSE, bon, après ça c'est une organisation interne. C'est un choix, bah, écoutez, vous faites comme ça, c'est votre choix qui vous est propre. Mais empêcher et interdire toute communication ou en tout cas toute remontée d'informations sur un sujet aussi important qui est la santé aujourd'hui, me semble un manquement de la part de l'employeur vis-à-vis de la santé de manière générale des salariés et non pas du délit d'entrave. Voilà, on est sur autre chose et on revient toujours sur cette obligation de sécurité qui ne serait pas respectée. Merci beaucoup. Alors, on en vient justement à la responsabilité du référent Covid, parce que je pense je parle au nom d'un peu tous les référents Covid par rapport aux questions qu'on a vues. On se sent effectivement tous investis d'une mission importante et on s'interroge tous sur notre responsabilité pénale. Est-ce qu'elle est engagée ou pas ? Est-ce qu'on peut, si un salarié contracte la maladie, est-ce qu'on peut se retourner contre le référent Covid, par exemple ? Alors, première chose, rien n'a été prévu dans ce sens-là dans les protocoles, mais absolument rien, on n'en parle pas. Donc ça, c'est la première chose, légalement, il n'y a rien de prévu. Deuxième chose, je vous ai rappelé, c'est une mission bénévole. Donc, reprocher à quelqu'un une mission bénévole, on ne va pas aller chercher sa responsabilité par rapport à ça. Sauf, bien évidemment, si vraiment il commettait quelque chose de très, très grave. Et encore, là, je ne vois même pas dans quel sens on pourrait aller. Troisième chose, rappelez-vous, la formation, elle est quand même très légère, voire inexistante. Comment on peut reprocher à quelqu'un qui fait une mission bénévole, sans aucune formation particulière, une quelconque responsabilité?
Je ne vois pas comment on peut le faire. Autre point encore qui va dans le sens, c'est qu'il n'a aucun pouvoir. C'est quelqu'un qui, enfin, à mon sens, qui n'a pas de pouvoir de contrôle. Donc, je ne vois pas comment on pourrait engager une responsabilité sur quelqu'un qui n'a pas un pouvoir spécifique. Il a un devoir d'information et ça s'arrête. Et cette mission appartient, enfin, la responsabilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la responsabilité et la santé au travail relève de l'employeur. C'est son rôle. La seule chose qui pourrait faire engager la responsabilité d'un référent Covid, c'est éventuellement que cette responsabilité soit en partie déléguée au référent Covid, d'une manière ou d'une autre par l'employeur, ce que je ne conseille absolument pas. Je ne sais même pas comment les juridictions pourraient traiter ce point-là aujourd'hui, parce que faire porter à quelqu'un une responsabilité aussi importante, alors même que je vous ai expliqué bénévolat, aucune formation et aucun pouvoir jusqu'à maintenant, ça me paraît très lourd, d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'a pas reconnu officiellement, enfin, la maladie professionnelle, on ne reproche pas à un employeur qu'un salarié, enfin, on ne peut pas déterminer si un salarié a contracté la maladie dans le cadre du travail. Et de fait, l'employeur, la maladie professionnelle peut être reconnue, mais dans des cas extrêmement précis. Et donc, ce qui veut dire que déjà, on ne reproche pas à l'employeur directement le Covid. Donc, je ne vois pas comment on peut le reprocher encore à une autre personne qui a du bénévolat derrière. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre mon raisonnement, qui n'était peut-être pas très clair. Mais aujourd'hui, voilà, la maladie professionnelle est reconnue, enfin, le Covid est reconnu maladie professionnelle uniquement pour les services de santé, enfin, tout ce qui est personnel de santé, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres salariés, sauf après avis d'une commission, enfin, un comité qui, aujourd'hui, on ne sait pas sur quels critères ils vont se baser pour définir si la maladie a été contractée dans le cadre du travail ou non. C'est impossible. On n'a aucune visibilité. Donc, de ce fait-là, l'employeur n'est déjà pas reconnu responsable de ça. Je ne vois pas comment un référent Covid pourrait être reconnu. Donc, si demain, votre employeur vous demande de signer un document comme quoi vous vous sentez responsable et vous engagez votre responsabilité en cas de difficulté, d'une, ne le signez pas, première chose, et de deux, je ne suis pas certaine que ce document ait une valeur, une quelconque valeur. Très bien, merci. C'est très clair et ça nous est confirmé par certains de nos internautes, donc rassurez-vous. C'est très clair et vous rassurez sans doute beaucoup de référents Covid qui se stressent beaucoup par rapport aux responsabilités vraiment importantes qu'ils doivent endosser dans ce cadre-là. Alors, je rappelle juste que c'est aujourd'hui. Hein. Dans 3 semaines, on va peut-être avoir un nouveau texte. Hein. On est tout à fait d'accord. Les choses changent très vite sur le domaine de la crise sanitaire. Alors, quelque chose que vous aviez un petit peu abordé tout à l'heure, je ne sais pas si vous pouvez développer un petit peu plus. Est-ce que le référent Covid peut imposer des mesures plus restrictives que les mesures proposées dans le protocole sanitaire, mettons pour s'adapter à des cas particuliers dans son entreprise, par exemple? Alors, en tout cas, il peut proposer, ça c'est certain, indiquer pourquoi en effet il y a des cas particuliers, donc le faire. Dans le bâtiment, il peut imposer sa vision des choses. Donc, si on faisait un parallèle, pourquoi pas? Puisqu'en fait, on lui propose d'élaborer, enfin, c'est lui qui élabore le protocole de prise en charge des cas symptomatiques. Et c'est lui qui va définir, par exemple, l'isolement, mise en place d'une pièce dédiée. Alors déjà, je ne vois pas comment un référent Covid peut faire ça sans la médecine du travail. Parce que ça relève du médecin du travail, ce rôle-là. Hein. Donc j'ai un peu de mal. Mais en soi, si c'est justifié, on pourrait dire oui, en tout cas par rapport au bâtiment, ce qu'ils ont prévu. Aujourd'hui, tel qu'est rédigé le protocole, moi je me réfère à l'objectif principal qui est vraiment la volonté d'assurer une traçabilité, un gain de temps pour l'entreprise, donc en organisant les flux des hommes et des marchandises. C'est vraiment ça en fait son rôle, enfin, ce qui a été prévu. Donc si je prends l'objectif, non, il a juste à organiser, prévenir, anticiper, informer, mais de là à imposer plus de choses, enfin, le mot imposer me dérange. Proposer, j'ai aucun problème. Imposer me dérange un peu. Et surtout, quelle est sa légitimité? Enfin, moi, c'est ma question systématique. Si vous imposez, du coup, est-ce que c'est de votre responsabilité derrière? Enfin, ça engendre en fait pas mal de choses. Très bien, merci beaucoup. Alors, le temps file à toute allure.
Oui, en effet. Mes collègues viennent de me signaler qu'il nous restait une dizaine de minutes, donc je vais essayer d'être brève sur ma partie et je redonnerai la parole à Maître Carrel pour la fin. Donc, on a eu plusieurs questions vraiment très, très concrètes sur la vie quotidienne d'un référent Covid, notamment quelle est la définition exacte d'un cas contact. Donc là, dans le cadre de ma mission de référent Covid sur les données médicales, c'est vraiment le site du ministère de la Santé qui est ma Bible et ma référence. Donc, je vous lis ce qui y figure. Donc, un cas contact, c'est une personne qui a partagé le même lieu de vie qu'un cas confirmé. C'est quelqu'un qui a eu un contact direct avec une personne positive en face à face à moins d'1 mètre, quelle que soit la durée, sans masque, hein, ça va sans dire, mais des personnes croisées dans la rue, par exemple, ou même très rapidement dans un couloir ne constituent pas un cas contact. Des personnes qui ont prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins, donc on pense en particulier aux aides-soignants et aux personnels médicaux, aux personnes ayant partagé un espace confiné, donc un bureau, une salle de réunion, un véhicule pendant au moins 15 minutes avec un cas, le tout sans masque, et qui sont restés face à face avec un cas positif durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement de la personne malade. Et ils sont rajoutés également les élèves et les enseignants d'une même classe scolaire, puisque le masque n'est pas porté par toutes les personnes présentes dans cette classe. Mais là encore, c'est une définition aussi qui convient, qui est celle appliquée aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'elle varie dans le temps également. Alors, comment déclarer un cas positif? Une autre de vos questions. Alors là, c'est pareil, les choses peuvent évoluer dans le temps. Je vous conseille de vous rapprocher, ce que j'ai fait et qui m'a été d'une grande aide, de vous rapprocher vraiment de la médecine du travail pour comprendre comment s'organise l'ARS au niveau de votre région. Typiquement, en Île-de-France, jusqu'à présent, toutes les personnes qui ont été testées positives dans mon entreprise ont été contactées par l'ARS ultérieurement. Donc, pas d'action à mener de la part du référent Covid. En revanche, rien ne vous interdit, pour être plus certain que le contact tracing se fasse bien, d'inviter le salarié à aller voir un médecin traitant qui, lui, rapportera à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'agence régionale de santé. Autre question, que faire quand un salarié refuse de se faire tester? Alors, figurez-vous que c'est arrivé chez nous aussi. Donc là encore, le réflexe à avoir, la médecine du travail. Je vous donne le conseil qu'elle nous a donné parce qu'en plus, il s'agissait d'un cas contact qui refusait de se faire tester, donc quelqu'un qui n'avait aucun symptôme. Et notre médecin du travail nous a dit placer 21 jours à l'isolement, donc en télétravail. Comme elle est asymptomatique, on n'a aucune idée du moment où elle est contagieuse ou pas. Donc, pour assurer un peu la sécurité des autres salariés, un isolement de 21 jours. Et dernière question très pratique avant de conclure avec Maître Carrel sur la RGPD. Que faire quand un manager refuse que son salarié soit en télétravail alors qu'il est cas contact? Là, je rebondis sur les propos de Maître Carrel. Effectivement, on n'a pas vraiment de pouvoir. Donc, votre devoir, c'est d'informer les RH et la direction qui, elles, agiront vis-à-vis de ce manager qui refuse le télétravail et qui pourront décider en connaissance de cause, d'autant que c'est l'employeur qui est responsable de la santé de ses salariés,
Donc, lui seul est habilité à prendre une décision de refus de placer un salarié en télétravail. Donc, on passe rapidement donc, au dernier volet de cette conférence en abordant le secret médical et la RGPD, qui sont deux problématiques assez complexes à mettre en œuvre au niveau du Covid dans les entreprises. Alors, à nouveau, une question concrète. Le référent Covid doit-il alerter tous les salariés de l'entreprise de la présence d'un cas contact ou d'un cas positif au Covid-19 ou pas? Alors là, je vais revenir. On touche au secret médical et aux données personnelles, donc ça pose une vraie difficulté. Je reviens sur une des missions qui est confiée au référent Covid, c'est identifier les salariés à risque et contribuer au contact tracing, au dépistage. Donc déjà, première chose, le référent Covid va être informé uniquement par le salarié lui-même si éventuellement il est cas positif, c'est la première chose. Il ne peut pas avoir son nom qui est donné par quelqu'un d'autre, la médecine du travail ou même la RH ou la direction, peu importe. C'est le salarié lui-même, parce que là, on est sur des données médicales. Une fois qu'il a l'information, il a le devoir de faire une petite enquête pour savoir, en tout cas de demander à cette personne s'il a été en contact avec d'autres personnes, avec qui, s'il a porté le masque, etc., depuis combien de temps, toutes ces choses-là pour arriver à identifier les personnes qui pourraient être éventuellement des cas contacts. Mais ça s'arrête là et après, ce n'est plus à lui de transmettre cette information-là, mais ça relève des ressources humaines, c'est à eux de transmettre les informations, soit directement informer toutes ces personnes qui ont été en contact et donc demander la septaine, parce que maintenant c'est le système, soit en faire référence au médecin du travail s'ils n'arrivent pas à gérer la situation et ne savent pas comment faire. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le rôle du référent Covid d'informer d'alerter tous les salariés. Déjà, ce serait un mouvement de panique total dans l'entreprise. Ce serait contre-productif. Et surtout, après, on va pointer du doigt, on va chercher qui est le responsable, finalement. Parce qu'en France, nous allons bien chercher qui est responsable de qui, de quoi. Donc, on va aller chercher. Donc, c'est pas la peine d'alerter et de faire peur à tout le monde par rapport à ça. Donc, ce n'est pas son rôle. Non. On a des institutions qui existent, on a la direction, on a le médecin du travail, c'est à eux de gérer cette situation-là, pas au référent Covid de prendre cette responsabilité. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, autre cas bien pratique, comment être certain qu'un collègue symptomatique est bien allé voir son médecin et que celui-ci a écarté le risque Covid? Peut-on demander un certificat médical? Alors, la grosse difficulté qu'on a eue, c'est que les protocoles sanitaires qui ont été mis en œuvre, on dit, ben voilà, à partir du moment où vous êtes testé positif, enfin, en tout cas, où vous avez des symptômes, on vous demande d'aller faire un test. Alors, là, on est sur une ingérence, on n'a pas l'obligation, enfin, on ne peut pas imposer à quelqu'un de faire un test, seul un médecin peut le faire. Donc, on n'a pas cette compétence-là, que ce soit le référent Covid, la direction d'employeur, pas n'importe qui dans l'entreprise, seul le médecin. Alors, ça peut être le médecin traitant ou le médecin du travail qui le préconise et qui le demande. Donc ça, c'est la première chose. Le test ne peut être fait que sur prescription médicale. Ensuite, ce qui a été souvent demandé, c'était que la personne qui avait donc été testée positive, par exemple, ou en tout cas en cas de contact, on lui demandait pour revenir en entreprise un certificat médical. Sachez que l'ordre des médecins, alors j'ai pas de décision officielle, mais l'ordre des médecins est opposé à ce système-là et ne délivre pas de certificat médical. Vous en avez de plus en plus qui refusent de le faire et qui refusent même de faire passer les tests aux salariés cas contact tant qu'il n'y a pas de signes qui apparaissent. Donc, le seul moyen de se prémunir là-dessus, c'est de respecter les préconisations qui sont à minima 7 jours d'isolement chez soi. Et le référent Covid est là aussi pour rappeler qu'est-ce que c'est 7 jours d'isolement, parce que c'est pas simple non plus de savoir ce qu'on est. Est-ce que c'est avec toute ma famille? Est-ce que c'est seul chez soi? Enfin, c'est vraiment le rôle du référent contact, du référent Covid, pardon. Donc, certificat médical, vous ne pouvez pas l'imposer. Clairement, au retour du salarié, ce n'est pas une obligation et maintenant les médecins vont s'y opposer, de toute manière. Et alors, une dernière question. Que dit la CNIL à propos du contact tracing en entreprise? Que peut-on faire et ne pas faire? Prenons un cas concret. La médecine du travail m'a demandé de faire des choses qui
a priori, vont totalement à l'encontre de la CNIL. Donc, comment gérer toutes ces incohérences au sein de cette période si particulière? Alors, la difficulté qu'on a, c'est, donc vous avez tous entendu parler du RGPD, donc le respect de la vie privée, des données personnelles, etc. Donc, en gros, si quelqu'un est testé positif, par principe, son nom ne doit pas circuler et cette information doit être obtenue que par le médecin du travail ou le médecin traitant et éventuellement par l'assurance maladie. Les seuls qui ont le pouvoir de collecter aujourd'hui toutes les données sur les Covid, c'est uniquement l'assurance maladie, qui est limitée en plus à certaines données, pourrait informer tous les cas contacts éventuels. C'est la seule chose qui est autorisée. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui de dire, ben voilà, dites-moi qui est la personne qui a ces symptômes, dites-moi, vous ne pouvez pas. Avec le RGPD, on ne peut pas. C'est des données personnelles, c'est du secret médical. On est quand même dans une difficulté. Et en parallèle, on demande aux référents Covid de faire du contact tracing. Enfin, plus exactement, d'aider au contact tracing, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, c'est garant de la stratégie nationale de dépistage mise en place au sein des établissements. Et alors, clairement, voilà comment je l'ai vu, c'est plutôt relayer les messages des autorités sanitaires, donc expliquer quand vous avez un doute vous-même, vous informez votre médecin, vous informez la sécurité sociale, vous informez. Il y a Contact Covid qui existe comme application qui permet de le faire. Et donc là, c'est le salarié lui-même qui prend cette initiative. Donc, on n'a plus de données personnelles qui nous sont propres. Hein, c'est plus là-dessus. Informer, continuer à informer quand vous avez un cas, quand vous avez des personnes qui ont des signes symptomatiques, donc les salariés informer sur la bonne conduite, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Maintenant, ce qui me pose problème et ce qui est prévu, c'est élaborer la matrice des contacts des personnes identifiées comme contacts comme à risque négligeable ou risque grave. Et ça, vous n'êtes pas médecin. Moi, je suis désolée, vous n'êtes pas médecin, vous ne connaissez pas la vie des gens, parce que vous devriez mettre aussi les personnes à risque en gros dans un fichier, hein, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ça, c'est totalement contraire aux données personnelles. Donc, je pense que ça n'a pas été envisagé. Le risque, si vous voulez, en fait, il faut le calculer en risque. Hein. D'un côté, vous avez l'obligation de sécurité de l'employeur, de manière générale, enfin de l'entreprise. Et de l'autre côté, vous avez le risque CNIL. Le risque CNIL, aujourd'hui, si vous ne respectez pas le RGPD, la première, on va dire, phase, c'est l'avertissement. Donc, on va dire, au pire, vous aurez un avertissement, après une mise en demeure, une demande de cesser la violation. Mais vu qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'informations et que ça a été un peu fait très rapidement sans prendre en considération ce point-là, je pense qu'il y aura une certaine tolérance, en tout cas dans un premier temps, tant que les choses ne sont pas mises, avant d'arriver à une amende, comme on a pu avoir chez Google, avec un pourcentage du chiffre, de la masse salariale. Ça, on va pas. Avant d'arriver là, je pense qu'il y a d'autres choses qui existent que la CNIL mettra en place, sauf peut-être auprès de certaines entreprises qui n'ont pas été, comme l'arrêt Amazon, ils n'ont pas mis toutes les mesures de prévention. Est-ce que justement ils les sanctionnent en plus après? Je ne sais pas. Mais il faut vraiment quantifier par rapport au risque. Aujourd'hui, vous avez l'obligation de sécurité, vous avez la santé, c'est même plus qu'un devoir de l'entreprise, on va plus loin, c'est au-delà, c'est la santé nationale pour tout le monde, c'est un devoir citoyen, et vous avez les données personnelles. À mon sens, le référent doit quand même contribuer à ce dépistage, à aider à faire. Maintenant, faire des listes de personnes, moi, ça me pose un problème. En tout cas, ça me pose un réel problème parce qu'on est vraiment sur la donnée personnelle. Et puis parce que le référent Covid n'a pas le pouvoir de définir qui sont les personnes à risque ou non. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Après, travailler avec le médecin du travail là-dessus, l'aider, l'accompagner, etc. Oui, parce qu'il est sur le terrain et c'est plus facile pour le référent Covid d'être présent. Mais à mon sens, ce n'est pas son rôle. Je trouve ça, mettre une responsabilité sur une personne qui fait ça bénévolement et qui a envie de le faire pour les autres, parce que c'est quand même ça l'idée, je trouve que c'est extrêmement lourd de conséquences pour lui. Et du coup, un dilemme énorme. Voilà, typiquement, dans mon cas, je dois faire un reporting des personnes testées positives et des cas contacts dans l'entreprise au médecin du travail. Et uniquement, donc
Donc, ça reste un peu dans le secret médical, sauf que, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle de la santé, mais les informations sont ensuite aux mains du médecin du travail. Et ensuite, je purge les données de mon côté pour ne plus avoir de traces. J'essaye de m'arranger comme ça. Mais c'est un cas qui n'a pas été vraiment, à mon sens, réfléchi lors de la mise en place du référent Covid. Ça, c'est certain. Mais aujourd'hui, je vous dis, faire un listing comme ça, un fichier avec toutes ces données, ces collectes de données, c'est faire porter une responsabilité à un bénévole. Je trouve ça aberrant et je pense que peut-être les bonnes pratiques, ça serait plutôt de se rapprocher de la médecine du travail, s'ils sont disponibles, ou en tout cas d'une personne à la médecine du travail, pas forcément un médecin du travail, avec qui vous pourriez faire un point et dire voilà, j'ai des doutes sur telle et telle personne, à vous de vérifier, débrouillez-vous avec ça. Médecin du travail, c'est son rôle après, hein, aujourd'hui. On leur a donné plus de pouvoir pour ça. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, maître. Là, on a dépassé un petit peu l'horaire. Donc, j'espère à tous que ce format vous aura plu et que vous avez obtenu des réponses à vos questions. N'hésitez pas à contacter Maître Carrel si vous avez besoin de conseils juridiques plus poussés. Et pour les élus, nous pourrons bien évidemment continuer les échanges au sein des 2 groupes privés que Jury Travail a créés sur Facebook et sur LinkedIn. Mes collègues sont en train de vous transmettre les liens vers ces groupes. Je donne rendez-vous aux élus de CSE qui étaient présents le 20 novembre à 14 h pour notre prochain webinaire sur les procès-verbaux de réunion de CSE. Et je vous donne rendez-vous également pour ce webinaire-là, Maître Carrel, puisque c'est avec vous que j'aurai le plaisir d'animer à nouveau ce webinaire. Et encore merci à vous, Maître Carrel, d'avoir accepté d'animer cette webconférence. Merci à vous aussi, c'était très intéressant et j'espère que tout le monde aura un peu suivi et compris un petit peu plus les contours de cette drôle de mission. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Au revoir et prenez soin de vous. Au revoir.